Bon, les esprits riches, il va falloir qu'on parle. Mélenchon nous attaque, nous les milliardaires, il va falloir qu'on réagisse. Évidemment, j'ai pas la chance de faire partie de la cible privilégiée de ce discours, mais je voulais quand même en parler parce qu'il y a quand même des éléments qui doivent vous alerter sur votre état de santé mentale. Et honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'il croit lui-même sincèrement à ce qu'il raconte, mais bon, comme il est finalement la chambre d'écho de son public et que ils ont représenté quand même un pourcentage assez important aux dernières élections, ça vaut quand même le coup de dresser et puis d'argumenter sur les quelques points qu'il mentionne dans une interview qui a fait beaucoup de bruit. Alors bien évidemment, ici, je ne vais pas défendre les milliardaires, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'attendent pas que je m'y attelle, et dans les milliardaires, il y a certainement quelques personnes qui sont très méchantes et qui mangent des enfants chaque matin. Le but ici, c'est plutôt de m'adresser à toi qui regarde cette vidéo, qui essaie peut-être de t'en sortir, de t'enrichir, de simplement vivre un peu plus libre. Et si tu as d'un côté des discours comme celui-ci et de l'autre ta volonté, ton souhait de te développer, ces deux-là vont entrer en conflit et tu vas rencontrer probablement des échecs commerciaux, des échecs dans tes investissements, ou peut-être que même tu ne feras rien parce que tu vas avoir cette tension qui va t'empêcher d'avancer sereinement. Ce que je voudrais t'expliquer dans cette vidéo, c'est que si tu adhères au discours que l'on va voir, en réalité, tu vas être condamné à rester pauvre ou presque pauvre, et la conséquence de ça, c'est que tu seras prisonnier du système, tu seras un rouage du système, et donc, évidemment, ce genre de discours est peut-être réconfortant quand tu as abandonné toute ambition dans ta vie, mais en réalité, si tu y souscris, tu crées toi-même ton propre malheur. Enfin, avant de démarrer la vidéo, je dois aussi préciser que c'est pas parce que je vais défendre un point de vue opposé que je cautionne tout ce que font toutes les personnes riches ou qu'il n'y a aucun problème. Bien entendu, on peut avoir de la mesure, on a le droit d'être intelligent comme dit un certain professeur, et pauvre, moi j'ai essayé et ça n'a pas été très agréable, je préfère aujourd'hui, très honnêtement. Donc voilà un petit peu des précautions pour les personnes qui seraient un petit peu émotive sur la question. Maintenant, regardons la vidéo en question. C'est parti. 5 personnes possèdent autant que 27 millions d'autres. Dans cette première séquence, Jean-Luc nous dit que 5 personnes possèdent autant que 27 millions de personnes. Déjà, je n'ai pas vérifié si ce chiffre était vrai. On va supposer qu'il l'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Lui, évidemment, ce qu'il en conclut, c'est que ces 5 personnes, ce n'est pas normal qu'elles aient autant que les 27 millions. Mais moi, en voyant ça, je me pose aussi une question. C'est comment ça se fait qu'il y ait 27 millions de personnes qui soient dans une misère pareille dans un pays comme la France? C'est peut-être une bonne question à se poser qui évite d'arriver à des conclusions peut-être un petit peu trop simplistes. Par exemple, sur ce site, on voit que sur la question de l'impôt sur le revenu, il y a 10% des foyers qui apportent 70% de l'impôt sur le revenu. On peut aussi se poser la question, est-ce normal que 10% des personnes payent 70% de l'impôt sur le revenu en France? Un déséquilibre pareil est insupportable moralement et intellectuellement. Mais il est surtout inacceptable parce que nous avons besoin de répartir. Alors là, Jean-Luc nous dit que nous avons besoin de répartir. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il faut répartir les richesses. Là où la question se pose, c'est combien et à qui? Parce que évidemment, le problème que nous avons en France, c'est qu'il y a déjà beaucoup de répartition. Si l'on regarde sur ce graphique de l'INSEE, donc c'est une source tout à fait officielle, le poids des prélèvements obligatoires en France, on est numéro 1 de l'Union européenne. De l'autre côté, nous avons un indicateur comme le coefficient de Gini, qui est un indicateur qui permet de mesurer les inégalités dans un pays, qui montre que la France, ici en 2009 et ici plus récemment en 2017, la France est parmi les pays les plus égalitaires dans le monde. C'est-à-dire un pays dans lequel il y a le moins d'écart entre les riches et les pauvres. Évidemment, cet indicateur n'est pas parfait, mais vous comprenez bien que, en réalité, en France, il y a déjà beaucoup de prélèvements obligatoires. On est champion en Europe et on est parmi les premiers dans le monde. C'est peut-être un des seuls domaines où on est encore leader dans le monde. Et de l'autre côté, c'est un pays dans lequel, en réalité, il n'y a pas autant d'inégalités que ça. Bien entendu, aux extrêmes, on va trouver des très très riches et des très très pauvres, comme de partout.
Mais en moyenne, eh bien, c'est un pays qui est plutôt égalitaire. Donc la question qu'il faut se poser lorsque vous entendez ce genre de discours, c'est répartir, oui, mais quoi et comment? Est-ce que c'est à l'État d'imposer davantage son poids et d'organiser davantage les répartitions alors qu'elles sont déjà à un niveau parmi les plus élevés dans le monde? Pour pouvoir faire la vie à laquelle on aspire, qui n'est pas si prétentieuse que ça, je le dis à M. Macron. Alors Jean-Luc nous dit que la vie n'est pas si prétentieuse que ça, eh bien, je pense qu'il faudrait peut-être être un petit peu plus prétentieux. Quand on voit que le pays est en déclassement mondial, que ce soit sur la scolarité, sur la santé ou sur la sécurité, je pense que ça vaudrait le coup d'être un petit peu plus prétentieux. Nous élevons nos enfants en les protégeant du rêve dément et pervers d'être milliardaire. Alors évidemment, c'est surtout cette phrase qui a fait beaucoup de bruit dans la presse, le fameux rêve dément, pervers et dément d'être milliardaire. En réalité, cette phrase ne veut vraiment rien dire, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire derrière, mais on peut comprendre une chose, c'est le fait de ne pas vouloir voir grand. Et je pense que c'est un des problèmes en France et surtout de cette partie de l'échiquier politique qui en réalité n'a aucune ambition et ne souhaite pas restaurer soit la grandeur du pays, soit permettre à des personnes de se développer pour devenir milliardaires et peut-être donc influencer le monde. Je vais y revenir. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que être milliardaire, devenir milliardaire, ce n'est pas quelque chose qu'une personne prévoit au début de sa vie. Si vous regardez la plupart des milliardaires qui sont, on va dire, faits par eux-mêmes, pas ceux qui ont été hérités, comme c'est le cas, il y a une surreprésentation de ce genre de personnes en France, mais ce n'est pas le cas de la majorité des milliardaires. Les milliardaires ne démarrent pas leur vie en se disant « je vais devenir milliardaire ». Ils se sont trouvés de par leurs compétences et de par leur travail, de par leur réseau. Alors ils sont loin d'être tous blancs comme neige. Encore une fois, mon propos n'est pas de défendre les milliardaires ou les gens qui s'enrichissent, parce que dans l'eau, il y a un tas d'ordures, parce que dans l'eau, pour arriver à ce niveau de performance, il faut forcément à un moment donné faire des sacrifices sur sa conscience ou sur ses relations personnelles, mais le fait est que ces personnes arrivent là par le fruit d'un travail qui est simplement énorme et que si ils reçoivent autant d'argent de par le marché, c'est qu'ils ont quelque chose à apporter. Puisqu'il avait dit que nos jeunes devaient en rêver. Nous éduquons nos enfants au partage. Partage avec ton frère, avec ta sœur. Regarde pas dans l'assiette de ton frère ou de ta sœur. Alors évidemment, cette petite phrase est très marrante. C'est un très bon tribun, un très bon commentateur, Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il dit « regarde pas dans l'assiette de ta sœur ». Évidemment, tu regardes pas, sauf s'il est milliardaire. Là, tu peux regarder. Là, tu peux avoir ton petit avis et ta petite leçon de morale. Mais si c'est ton frère ou ta sœur, non, là, il faut pas regarder. Ça me rappelle exactement la petite polémique qu'il y avait eu il y a quelques temps avec Elon Musk qui s'était fait apostropher par un dirigeant d'une organisation caritative qui lui a dit les 6 milliards, donnez-les, vous pouvez me les donner et ça va résoudre la faim dans le monde. Tweet auquel Musk avait répondu ok, je vous les donne, mais dans ce cas-là, je veux qu'il y ait une comptabilité publique et transparente de l'utilisation de cet argent. Et bizarrement, il n'a pas reçu de réponse. Prends ta part, et l'autre, est-ce qu'il a eu à... Bref, on fait ça tous les jours, non? Quand ils sont petits. Après, c'est eux qui nous le font à nous. Pourquoi c'est toi qui as tout et pas moi? Bon, bref. Ah, c'est très intéressant. Pourquoi c'est toi qui as tout et pas moi? Moi, ce que j'y vois dans cette phrase, c'est un aveu intergénérationnel. Pourquoi les boomers ont accumulé autant d'argent et pourquoi quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui se retrouve dans une situation, une économie et des chances de s'enrichir qui sont quand même bien plus difficiles, ne serait-ce que pour acheter sa propre maison, qu'à l'époque des boomers. Pour moi, c'est vraiment ça l'interprétation que je fais de cette petite phrase qui veut être humoristique. Mais l'inégalité en France fragilise la société française. Vous savez, comme moi, tous autant qu'on est, mais eux, ils ne savent pas, qu'il y a des zones entières que l'on ne peut pas qualifier de zones du tiers-monde, mais de zones du quart-monde, accablées de misère. Je suis député d'une circonscription dans laquelle se trouve le quartier le plus pauvre d'Europe. Au début, j'ai cru que c'était une galéjade de Marseillais. Alors, il nous dit qu'il y a des zones accablées de misère et il y a un quartier qui se trouve être un des quartiers les plus pauvres d'Europe à Marseille. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour ça?
Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? Faire le constat, c'est bien, mais est-ce que c'est en redistribuant encore plus d'argent que ça va résoudre le problème? En réalité, dans ce que j'ai pu voir, parce que c'est un sujet que je regarde depuis longtemps, ce qui semble avoir été le meilleur outil pour résoudre la pauvreté, la réduire et améliorer les conditions de vie de manière générale, c'est le capitalisme. Dans cet article, on y voit, et c'est pas la seule source qui parle de cela, que en fait la révolution industrielle a mené à une réduction drastique de l'extrême pauvreté. On voit le même phénomène d'ailleurs qui se passe en Chine, malgré la puissance du gouvernement chinois. En fait, il n'a pu réduire les inégalités, améliorer les conditions de vie de sa population que depuis qu'il s'est développé économiquement. Donc c'est peut-être là qu'il faut regarder, qu'il faut continuer à regarder. Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait faire le parallèle avec la perte de compétitivité de l'économie française depuis 30 ans, son déclin économique qui, de facto, entraîne une stagnation économique pour la majorité de la population. Maintenant, revenons sur la fameuse phrase qui dit qu'il faut protéger nos enfants du rêve dément et pervers d'être milliardaires. Il y a quelque chose de vrai malgré tout, et je vais être d'accord avec lui sur un point. Ah putain, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, quoi. Et on peut faire d'ailleurs le parallèle avec ce que dit la religion, le christianisme, de l'argent. Souvent, on dit dans le discours que la France ou les pays chrétiens ont du mal à s'enrichir parce que la religion empêche l'enrichissement. C'est pas tout à fait vrai. Et c'est là où je pense que la religion a du vrai et là où ce qu'il dit a du vrai. C'est que dans les deux cas, ce que dit la religion, c'est tout simplement que l'argent ne doit pas être au centre de tout et au-dessus de tout. Ça ne doit pas, en tout cas, détourner la personne de la foi, notamment, et donc ne pas faire tout autour de l'argent. Et ça, évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec ce genre d'approche, puisque si l'argent est au-dessus de tout, on tombe évidemment dans le côté immoral des choses, dans le sens où on peut tout justifier au nom de l'argent et on tombe dans des excès possibles. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est là où son discours est intéressant, c'est-à-dire qu'il dit finalement l'argent ne doit pas être l'alpha et l'oméga et la valeur principale dans la société. Et ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Maintenant, il y a toujours plusieurs éléments derrière le discours qu'il vient de tenir et c'est des points que ça vaut le coup d'en parler un petit peu. Pourquoi? Alors pourquoi je parle de ça? C'est pas pour essayer d'établir une espèce de vérité, ce n'est même pas pour essayer de corriger ce que je pense être des erreurs d'argumentation, c'est pas pour, encore une fois, défendre les milliardaires ou les riches ou l'enrichissement, c'est pour vous. C'est pour vous. Pourquoi? Parce que si vous restez avec ces idées-là, si vous restez avec cette vision du monde, cela va vous empêcher de vous enrichir et de vous libérer. Encore une fois, pour moi, s'enrichir, c'est pas pour s'enrichir et avoir des zéros sur mon compte. C'est pour être libre, c'est pour avoir le contrôle de ma vie, pouvoir aussi me consacrer à d'autres tâches qui ne sont pas nécessairement financières. Une bonne question à se poser, c'est est-ce que les riches deviennent-ils riches au détriment des pauvres? Parce que ça, c'est un argument que l'on entend souvent dans son camp, c'est-à-dire que, évidemment, les riches exploitent les pauvres pour s'enrichir. Et que donc, il y aurait un système oppresseur-opprimé, un système exploiteur-exploité. Et généralement, à ce stade, les personnes vont faire un amalgame, vont parler d'ubérisation de la société, vont mettre un gloubi-glouber d'idées qui consistent à dénigrer le fait qu'à un moment donné, il y a une personne qui décide, qui organise les choses, qui prennent un risque et qui, si ça marche, s'enrichissent. C'est vrai qu'il faut comprendre une chose, c'est que le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas parfait. C'est pour l'instant le meilleur des systèmes que nous ayons trouvé, c'est loin d'être parfait. L'État est là pour fixer les règles et encadrer les excès, c'est son rôle et il faut qu'il joue son rôle. Par exemple, sur l'ubérisation de la société, c'est vrai que cette manière de fonctionner dans l'économie a apporté quelque chose de nouveau, a déstabilisé des déséquilibres qui étaient là et avec le temps, eh bien, tout ça se régule, les règles arrivent et on normalise, on encadre, on protège les salariés notamment de ces écosystèmes au maximum. Mais tout ça prend du temps. Et ce n'est pas en empêchant, en bloquant et en ayant une économie centralisée que l'on va développer un pays et l'adapter à la nouvelle économie, l'adapter aux nouveaux usages et le moderniser. Parce que le communisme, ça a quand même mené dans une petite expérimentation qui a été faite en URSS, dans une période notamment en Ukraine, qui a entraîné la famine, parce qu'en gros, ils se sont dit
bah tiens, les moyens de production, les fermes, on va les réquisitionner, c'est à nous, c'est plus à vous. Sauf que bon, ça n'a pas été très bien fait. Ça a mené à une famine. Il y a 30% de la population en Ukraine qui est morte. Et au total, cette famine a entraîné, on estime, environ 6 millions de morts. Et le communisme, de manière générale, on estime que c'est entre 50 et 100 millions de morts entre ce qui s'est passé en URSS et en Chine et dans d'autres endroits comme le Cambodge. Donc évidemment, le capitalisme n'est pas parfait, mais les autres solutions, on a essayé et ça n'a pas franchement marché. Là où il faut faire extrêmement attention, c'est dès que vous mettez de la moralité sur l'argent. Parce que évidemment, lorsque vous rentrez dans ce genre de considération, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a inévitablement quelqu'un qui va avoir une morale plus blanche que blanche, une morale supérieure à la vôtre, et qui donc, du fait que sa morale sera présentée comme étant supérieure, va se retrouver au-dessus de vous à devoir vous dicter ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Maintenant, sur l'aspect écologique des choses, j'ai vu dans certaines réactions au discours que nous avons analysé brièvement que certaines personnes s'inquiétaient de l'aspect écologique et donc mettaient sur le compte des milliardaires les problèmes écologiques que nous rencontrons. Là-dessus, je peux vous dire quelque chose qui est relativement simple à comprendre et avec lequel je pense que vous serez d'accord, c'est que globalement, tout ce qui touche à l'écologie est un véritable problème et que les solutions ne sont pas forcément très agréables à entendre ni très acceptables. Parce que les deux solutions les plus évidentes pour réduire l'impact écologique sur la planète, elles sont très simples. C'est qu'il faut soit qu'il y ait moins de personnes, il faut qu'il y ait réduire la population, soit qu'il faut que tout coûte plus cher pour moins consommer. Et ce qui mettrait en difficulté énormément de personnes pour lesquelles déjà le quotidien est déjà dur à supporter. Donc ces deux solutions ne sont pas entendables et ce n'est pas la faute des milliardaires s'il y a trop de personnes sur Terre ou si les gens consomment et surconsomment tout ce que l'humanité est amenée à produire. Enfin, pour terminer, je pense qu'il y a un des points les plus graves dans ce genre de discours, c'est tout simplement que ça fait fuir les riches, que ça fait fuir les personnes qui entreprennent, que ça montre aux personnes qui veulent créer quelque chose que c'est pas ici qu'il faut le faire parce que ici tu seras mal vu. Et ça, je pense que c'est l'un des plus gros problèmes. Regardez aujourd'hui les outils que vous utilisez au quotidien. 90% des outils que vous utilisez ne sont pas français, ne sont même pas européens et sont pour la plupart américain, parce que c'est là-bas que il y a cet écosystème qui est là et puis cet encouragement globalement. Alors même si c'est encore pas du tout le modèle qu'il faut suivre et qu'il faut mettre en place en France, mais en tout cas sur l'aspect entrepreneurial des choses, c'est favorable. Parce que ce qu'on voit quand on cherche un petit peu, c'est que les plus riches quittent la France. Alors évidemment peut-être pas les noms les plus connus quoique, mais quand on regarde les statistiques, les gens ont tendance à partir et ils ne reviennent pas tous. Par exemple, dans cet article sur la fondation IFRAP, on voit que le nombre de départs à l'étranger sont constamment supérieurs au retour. Et on y lit qu'à la fin de l'année 2017, le capital net sorti de France représentait 81 milliards d'euros et que donc ça représente au total 143 milliards d'euros, intérêts compris, ayant quitté la France. Pour moi, je ne peux que vous inviter à aller lire cet article que j'ai écrit sur la révolte d'Atlas. C'est un des romans les plus importants que vous pourriez lire dans votre vie, où on y lit finalement le fait que les entrepreneurs se mettent en retrait de la société qui devient hostile vis-à-vis d'eux, qui leur impose des règles qui deviennent ridicules, qui deviennent excessives. Et les entrepreneurs décident, puisque c'est eux qui ont la capacité d'innover et les idées pour le faire, la volonté de le faire, de créer société à part et de laisser le monde se débrouiller sans eux. Vous y trouverez aussi un discours sur l'argent et donc la source de tous nos maux, avec une argumentation qui évidemment vous parlera si vous réfléchissez à ces questions-là. En conclusion, je trouve son discours assez déprimant, puisqu'en réalité, il nous condamne à une certaine médiocrité, et au lieu de nous encourager, d'encourager nos enfants, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, mes enfants, j'ai envie qu'ils s'enrichissent, qu'ils vivent librement et qu'ils soient évidemment les plus justes et les plus
bon possible pour la planète. Donc j'ai envie qu'il soit le changement que je veux voir dans le monde, le changement que j'essaie moi-même de faire à mon propre niveau, parce que au quotidien j'ai cette réflexion écologique, j'essaie de faire attention, j'essaie de limiter ma consommation, j'essaie de faire en sorte que j'apporte ma modeste contribution à l'ouvrage, et ce n'est pas en augmentant les prélèvements, ce n'est pas en racontant qu'il y a des inégalités insupportables alors que c'est pas vrai, ce n'est pas en attisant les tensions entre les riches et les pauvres que l'on va résoudre ces problèmes-là. Donc son discours est extrêmement décevant, extrêmement limitant, et c'est dommage que beaucoup de gens y croient. Et donc l'une des meilleures solutions selon moi, c'est d'entreprendre, de créer votre propre liberté financière, de créer votre richesse, sans parler d'avoir des dizaines de millions d'euros, mais juste de ne pas dépendre de l'État, de ne pas dépendre d'une source de revenus, de faire en sorte que vous puissiez organiser votre vie comme vous le souhaitez et apporter votre contribution unique, qu'elle soit financière ou pas, à la société, à vos enfants, à votre famille, et que vous puissiez créer un monde meilleur.